watch me. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, bien que le sujet ne soit pas du tout joyeux. Alors, c'est une vidéo que j'ai hésité à faire parce que d'habitude, vous savez que quand je parle de décès, j'attends toujours un certain temps avant d'en parler. Or là, c'est pas, je compte pas faire de portrait en fait autour de la personne concernée, enfin des personnes concernées. C'est vraiment juste le format news, parce que j'en ai parlé sur Instagram et en fait, il n'y a pas grand chose à dire. C'est une histoire qui est déjà presque classée. Il reste plus que la peine, la sentence qui va tomber. Vu que je fais maintenant plus de vidéos news, j'essaie de vraiment plus vous tenir au courant de l'actualité. Donc c'est plus dans cet état d'esprit-là que j'aborde cette vidéo. C'est pas pour en faire un portrait, voilà. Donc il s'agit du décès du réalisateur-acteur Rob Reiner. C'est comme ça en fait que je le prononce, mais j'ai entendu Régnier sur certaines vidéos. Donc du coup, je suis un peu perdue pour la prononciation, veuillez m'excuser. Alors déjà, ça a commencé un peu par une scène complètement hallucinante. Le quartier tranquille de Brentwood s'est transformé en un véritable cirque médiatique quelques heures seulement après le meurtre de Rob Reiner et de sa femme Michelle perpétré dans leur manoir. Des influenceurs de réseaux sociaux ont semé la pagaille parmi les voisins et la police. Alors qu'ils couvraient l'affaire depuis le domicile de Rob et Michelle, le New York Post a observé deux hommes arriver sur les lieux du crime à bord d'une Tesla et semer immédiatement le chaos lundi matin, donc la semaine dernière. Au moins l'un d'eux semblait diffuser en direct depuis le véhicule garé juste devant la maison, tandis que des policiers se tenaient à proximité. Presque aussitôt, ils se sont mis à crier sur leurs abonnés et à diffuser de la musique à plein volume en direct. Quel manque de respect, franchement, j'étais choquée. L'incident a dégénéré lorsque des agents du LAPD ont ordonné à l'un des influenceurs de baisser le son. Il leur a dit « Nous voulons simplement maintenir la paix », accusant les autres médias présents sur les lieux d'exploiter la tragédie. On veut leur donner raison, ils essaient tous de tirer profit de la mort de cet homme. Les policiers ont alors répété l'ordre de baisser le volume de la musique. Un autre homme présent sur les lieux s'est présenté comme le streamer Ice Poseidon, mais une recherche en ligne de ce pseudo ne permet pas de confirmer qu'il s'agit bien de la même personne. Aucune diffusion en direct depuis l'extérieur de la maison ne semble exister, c'est bizarre, et il a affirmé à plusieurs reprises être mineur, bien qu'il paraisse avoir une vingtaine d'années, et il se tenait donc devant la maison, vêtu d'un sweatshirt noir orné d'une couronne dorée Burger King, au milieu d'un attroupement de journalistes et d'équipes de tournage. Il a accusé à plusieurs reprises les membres des médias de l'agresser, en disant « il a touché à ma propriété », donc en parlant de son matériel, « ils ont touché à ma propriété, ils envahissent ma bulle créative ». Bon. Aucune arrestation n'a été annoncée suite à ces troubles et ça s'est quand même déroulé dans un contexte de crime horrible et je vous dis ça, c'était lunaire cette scène. Donc maintenant rentrons dans le vif du sujet. Le 15 décembre 2025 donc, on a Rob et Michelle Reiner retrouvés morts à leur domicile de Los Angeles. Rob, 78 ans, est surtout connu pour avoir réalisé une série de films à succès classiques des années 80 et 90 dont Quand Harry rencontre Sally, Princess Bride, This is Spinal Tap et des hommes d'honneur. En tant qu'acteur, il s'est fait connaître grâce à son rôle de Mike Methead Stevick dans la sitcom de CBS All in the Family dans les années 70, qui lui a valu 2 Emmy Awards. Et dans un communiqué de la famille du couple, on pouvait lire « C'est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès tragique de Michelle et Rob. Nous sommes profondément bouleversés par cette perte soudaine et nous vous demandons de respecter notre vie privée durant cette période incroyablement difficile. » Donc les policiers avaient bloqué la rue devant la maison des Reiner et on pouvait voir des détectives entrer et sortir de la résidence. Un voisin a confié au New York Post avoir aperçu l'humoriste Billy Crystal, ami de longue date de Rob, arrivé au domicile. Larry David y a également été vu après la tragédie et Billy Crystal semblait au bord des larmes. Lors d'une conférence de presse chaotique devant la maison des Reiner, le chef des détectives de la police de Los Angeles, Alan Hamilton, a indiqué que le service était toujours en train d'obtenir un mandat
mandat de perquisition pour la propriété 6 heures après l'appel au 911 afin de mener une enquête approfondie sur les meurtres. Ce chef détective a assuré aux journalistes que les habitants de Brentwood étaient en sécurité, mais a précisé qu'aucun suspect n'avait encore été arrêté en lien avec les meurtres. Alors sur le moment, il n'a pas confirmé l'identité des victimes, mais la maire de Los Angeles, Karen Bass, et le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, ont tous deux rendu hommage au couple marié depuis 1989. C'est une perte terrible pour notre ville et notre pays. L'influence de Rob se fait sentir dans toute la culture et la société américaine. Il a amélioré la vie d'innombrables personnes grâce à son œuvre créative et à son engagement pour la justice sociale et économique. Jen et moi sommes profondément attristés par la disparition tragique de Rob et Michelle. Rob était un fervent défenseur des enfants et des droits civiques. Il s'est engagé contre l'industrie du tabac, a milité pour l'égalité du mariage et a joué un rôle déterminant dans l'éducation préscolaire. Grâce à ses actions, il a contribué à faire de la Californie un endroit meilleur. On se souviendra de Rob pour sa filmographie remarquable et pour son extraordinaire contribution à l'humanité. Alors, c'est donc leur fille, Romy, qui aurait découvert les corps le dimanche vers 15h40. Selon une source proche de l'enquête, le père et la mère ont été égorgés et tués dans leur lit. Leur fille a été appelée par une masseuse qui devait se rendre à leur domicile pour un rendez-vous à 14h et ne parvenant pas à entrer, elle a appelé Romy qui vit en face avec une colocataire, donc elle lui a demandé de venir l'aider. Donc Romy a ouvert la porte et a découvert l'horrible scène, le corps sans vie de son père dans son lit. Elle a alors pris la fuite, bouleversée. Elle n'a pas remarqué le corps de sa mère. Donc on ne sait pas vraiment du coup si sa mère était dans la même chambre. Bref, sa colocataire a appelé les secours, tandis que Romy contactait Billy Crystal, donc l'ami de son père. D'après le New York Times, Romy n'a appris le décès de sa mère, Michelle, qu'à l'arrivée des ambulanciers qui lui ont annoncé la terrible nouvelle. Elle a déclaré aux enquêteurs que son frère était dangereux et devait être considéré comme suspect. Alors Rob et Michelle avaient un autre fils, Jake, âgé de 34 ans, qui travaillait comme journaliste télé à Houston et animait un podcast sur les Dodgers de Los Angeles. Et Rob, ex-mari de l'ancienne star de sitcom Penny Marshall, avait également adopté la fille de son ex-femme, Tracy Marshall Rayner. « Je viens d'une famille formidable », a déclaré Tracy. « Je suis sans voix, je suis sous le choc. » Alors, il a été annoncé mercredi que Rob et Michelle sont décédés des suites de multiples blessures par arme blanche, selon le médecin légiste du comté de Los Angeles. Et on a leurs enfants Jake et Romy qui ont déclaré « Les mots ne suffisent pas à décrire la douleur inimaginable que nous ressentons à chaque instant. La perte tragique et dévastatrice de nos parents, Rob et Michelle, est une épreuve que personne ne devrait jamais avoir à traverser. Ils n'étaient pas seulement nos parents, ils étaient nos meilleurs amis. » Le fils du couple, Nick, il est donc scénariste, il a 32 ans, et c'est donc une personne d'intérêt dans cette affaire de meurtre à l'arme blanche, ont indiqué des sources au Poste, précisant qu'un couteau avait été utilisé lors de l'attaque. Et on va se pencher un petit peu plus sur le cas de ce Nick. Selon une source, Nick a souffert de troubles mentaux toute sa vie et ils ont tout essayé pour l'aider sans succès. Selon toujours cette source, Rob et Michelle n'ont reculé devant aucune dépense pour tenter de réhabiliter Nick, l'envoyant dans d'innombrables établissements au fil des ans. Les problèmes de toxicomanie de Nick étaient graves. À son plus bas, il était gravement dépendant d'un mélange d'opiacés et d'héros. Alors oui, il avait des problème de toxicomanie depuis l'âge de 15 ans. Le père et le fils s'étaient retrouvés professionnellement en 2015 pour le film semi-autobiographique Being Charlie. Le film suivait la vie d'un toxicomane de 18 ans, fils d'une star de cinéma candidat au Congrès. Et Nick, le visage fermé, est apparu pour la dernière fois en public avec ses parents et ses frères et sœurs, Jake et Romy, le 9 septembre. Lors de l'avant-première de Spinal Tap 2, The End Continues, au Egyptian Theatre de Los Angeles. Ce fils à problème a lutté contre la toxicomanie pendant plus de la moitié de sa vie, se retrouvant sans le sou et sans domicile fixe, dormant parfois dans la rue, comme il l'a confié dans des interviews. En 2015, il a fondé une association environnementale à but non lucratif appelée Save Malibu, mais celle-ci n'a pas survécu plus d'1 an. Ces pauvres gens ont tout fait pour aider ce gamin, a déclaré un ami de la famille.
déclarant que Nick rechignait à retourner en centre de désintoxication. Parmi ses efforts vains, Rob s'est démené pour aider Nick à produire le film Being Charlie. Il est allé jusqu'à mettre à profit ses années d'expérience pour le réaliser et à solliciter ses contacts à Hollywood pour obtenir le générique. Mais son fils gâté s'est montré ingrat, a déclaré un membre de l'équipe. Et ça faisait longtemps que ça n'allait pas entre eux. Le père et le fils ont eu au moins une violente dispute devant toute l'équipe pendant le tournage. Ils se sont littéralement invectivés, raconte le cascadeur Eric Audet. On voyait bien que Nick était gâté et que Rob en avait marre de ses bêtises. Je me suis dit, à tort ou à raison, que ce gamin devait vraiment le faire sortir de ses gonds. Il est incapable de faire quoi que ce soit de bien. C'est un fils à papa, un gosse de riche gâté jusqu'au bout des ongles. Voilà, fin de citation. Toute bonne volonté semée entre le duo père-fils, un peu maladroit durant le projet, n'a pu dissiper le ressentiment latent et persistant de Nick envers son père, qui lui-même est fils du célèbre génie comique Carl Reiner. Je pense que Nick en voulait vraiment à son père, ou peut-être se détestait-il lui-même de ne pas être aussi talentueux, prolifique ou aimé que son père ou son grand-père, a confié nos sources. 2 mois avant la mort de Rob et de sa femme, le réalisateur avait été interrogé par le journaliste Piers Morgan sur le film pour lequel il souhaitait qu'on se souvienne le plus de lui. Il a répondu « Chacun a ses films préférés », comme quoi on aime tous ses enfants, même les plus turbulents. Le ressentiment de Nick envers son père a apparemment dégénéré en quelque chose de plus sombre avant de prendre une tournure tragique le week-end dernier. Ce n'est pas la première fois que leur fils est violent, déclare un ami de la famille. Je suis au courant d'un autre incident impliquant Nick il y a quelques années, mais je n'en dirai pas plus. Je n'aurais jamais imaginé que cela puisse dégénérer à ce point. C'est un véritable cauchemar. Alors d'après un article publié par TMZ, Nick avait récemment reçu un diagnostic de schizophrénie et selon un proche de la famille, enfant, Nick avait toujours besoin de plus d'attention que les autres. Il piquait des crises, au cours desquelles il a fini par donner des coups de poing dans les murs. À une occasion au moins, il a cassé une télévision et une lampe. C'était un petit garçon très hyperactif, il fallait constamment le surveiller de près. Il était instable, il piquait souvent des crises et cela affectait tout le monde. Michel disait aux gens, s'il vous plaît, ne le contrariez pas. La famille et tous ceux qui les aidaient étaient aux petits soins pour lui. La règle était toujours, donnez-lui ce qu'il veut. Alors ses frères et sœurs, Romy et Jake, ont fait tout leur possible également pour l'aider. Selon une source, il l'aidait, il le divertissait et le calmait. Alors Nick, de son côté, il en a parlé ouvertement de ses problèmes de toxicomanie et de logement. Je le cite, « J'étais sans domicile fixe dans le Maine, j'étais sans domicile fixe dans le New Jersey, j'étais sans domicile fixe au Texas, j'ai passé des nuits et des semaines dans la rue, ce n'était pas une partie de plaisir. » Donc il racontait ça à People en 2016. Il a également évoqué les disputes qu'il a eues avec ses parents alors qu'il était en pleine période de dépendance. Dans un épisode de 2018 de Dopey, un podcast qui explore le parcours sinueux entre dépendance et guérison, Nick a expliqué être entré en cure de désintoxication pour la première fois à l'âge de 15 ans et avoir appris au fil des années à tirer profit du système. Je me suis dit, tu sais quoi, je veux rentrer à la maison. Alors je suis resté sobre suffisamment longtemps pour pouvoir rentrer. Je suis rentré et j'ai replongé. Il a aussi reconnu avoir saccagé la maison de ses parents lors d'une crise de rage sous l'emprise de meth. J'étais complètement défoncé au stimulant. Je crois que c'était de la coco et autre chose et je suis resté éveillé pendant des jours. J'ai commencé à frapper différents objets dans ma dépendance, notamment une télévision et une lampe. Cet incident l'a finalement conduit à faire un autre séjour en cure de désintoxication. Il y avait des mois où Nick allait bien, déclare un proche de la famille. Il s'isolait dans la maison d'hôte, il était silencieux, il consommait des substances de façon intermittente. Puis soudain, son état se dégradait. Au lieu de le placer en institution, ils ont fait appel à des coachs personnels pour l'aider. Ils avaient l'impression qu'il allait mieux quand les coachs intervenaient. Mais ensuite, Nick se fâchait de leur présence et les parents les renvoyaient. Le soir du drame, le trio, donc Rob, Michel et Nick, se seraient violemment disputés, peut-être parce que Nick avait replongé dans les substances et refusait une nouvelle cure après au moins 17 séjours en centre spécialisé
depuis ses 15 ans. Et toujours selon une source, Nick terrorisait tout le monde. Il était hors de lui et n'arrêtait pas de demander aux gens s'ils étaient célèbres. Selon certaines sources, rien ne laissait présager que Nick commettrait un acte de violence, comme ce fut le cas le 13 décembre, et si ses parents l'avaient craint, ils auraient pu l'empêcher d'entrer dans la maison principale s'ils étaient inquiets, mais ce n'était pas dans leur nature. Alors comme je vous disais tout à l'heure, TMZ a affirmé que Nick avait été diagnostiqué schizophrène quelques semaines seulement avant les meurtres, et que les médicaments qu'il prenait pour cette maladie le rendaient imprévisible et dangereux. Une source a même déclaré qu'il avait perdu la tête. D'autres sources ont indiqué que cela semblait exagéré. Elles ont expliqué que si Nick avait abandonné son régime alimentaire sain, signe habituel d'une rechute, il avait également perdu du poids, mais elles ne l'avaient jamais vu devenir violent. Cependant, ces derniers mois, il n'était plus lui-même et Michelle était à bout, ont déclaré ses sources. Enfin, il a été précisé que c'était plutôt inhabituel pour Nick d'aller à une fête avec ses parents car il avait l'habitude de minimiser ce genre d'invitation, mais ils étaient sans doute ravis qu'il ait envie de voir du monde. La fameuse soirée donc qui a précédé le drame. Il voulait l'inclure, il voulait l'impliquer dans un maximum de choses, ajoute une source. Cependant, une fois à la fête de Conan, les choses ont mal tourné. Nick a provoqué des scènes. Ils se sont disputés à la fête de Noël de Conan et Rob disait aux gens qu'il s'inquiétait pour Nick et craignait que son état mental ne se détériore. Il y a également eu une altercation avec l'auteur de Barry, Bill Hader, interrompant une conversation qu'il avait au sujet d'autres invités. Le comportement de Nick était tellement perturbateur vendredi qu'au moins une personne a menacé d'appeler la police. Mais Conan est intervenu et a dit « C'est ma maison, ma fête, je n'appelle pas la police ». Il les a donc dissuadés de les appeler. Cette violente dispute s'est produite moins de 24 heures avant que Nick n'égorge mortellement ses parents et ne les poignarde à plusieurs reprises dans la demeure familiale de Los Angeles. Donc ce soir-là, à la fête de Conan, Rob a quitté précipitamment la réunion de famille des O'Brien avec sa femme, Michelle, après la dispute. On ignore à quelle heure Nick a quitté la fête, cependant il aurait quitté le domicile de ses parents vers 23h47 le samedi soir. Il habitait donc avec eux. Des images de vidéosurveillance ont ensuite montré Nick passant devant une station-service Saint-Clair, à quelques rues seulement de chez ses parents. On l'aperçoit encore à minuit 17. Il portait un jean, une chemise à manches longues et une casquette et un sac à dos. Et vers 4h du matin, il s'est enregistré à l'hôtel The Pierside Santa Monica. Ils ont trouvé des traces de sang dans sa chambre, dans la douche, sur le lit et sur les draps. Nick a ensuite été aperçu dans une station-service du quartier d'Exposition Park, près du campus de l'Université de Californie du Sud. Il a déambulé dans la boutique avant d'acheter une boisson et il a été arrêté près d'une station de métro le dimanche vers 21h15. Donc son arrestation est intervenue près de 6 heures après la découverte des corps de ses parents et selon les derniers détails révélés, sa mère, Michelle, était encore vivante lorsqu'elle a été trouvée et aurait dit que c'était leur fils Nick qui leur avait fait ça. D'autres sources rapportent un autre incident qu'il y a eu quelques semaines seulement auparavant. Nick s'est mis à crier sur son père devant d'autres clients du restaurant chic Giorgio Baldi, situé dans le canyon de Santa Monica. Nick était censé être sevré, mais des rumeurs ont circulé selon lesquelles il ne l'était pas vraiment. Ça, c'est le témoignage d'un voisin. Un autre ami de la famille a déclaré « Je sais que ses parents voulaient qu'il se fasse soigner, qu'il aille en cure, mais il voulait se faire soigner à domicile. Il ne voulait pas être hospitalisé. Et je sais qu'il se disputait beaucoup à ce sujet depuis des années. » Une ancienne camarade de classe de Nick a déclaré aux médias qu'elle avait immédiatement su qu'il était le suspect du meurtre de ses parents en apprenant la nouvelle. Un agent de sécurité engagé par le quartier pour patrouiller, vu que c'est un quartier huppé, a déclaré que Nick vivait chez ses parents depuis au moins 1 an. On sentait bien qu'il y avait quelque chose qui clochait chez lui, déclare-t-il. C'est un drôle de type, vous savez. Il avait un ami en particulier qui l'invitait régulièrement chez ses parents. Je ne sais pas qui c'était, mais je voyais toujours Nick partir discrètement avec lui. Je ne sais pas ce qu'il faisait. Sachez que Nick, il est poursuivi donc pour 2 chefs de meurtre au 1er degré, avec circonstances aggravantes de meurtres multiples, et encourt la prison à perpétuité. Selon les informations du Daily Mail, son père Rob aurait fait part de son inquiétude à propos de son fils Nick la veille du drame, après donc la soirée qui s'est très mal terminée. Il avait confié avoir peur de son fils, des propos particulièrement troublants au regard de ce qui s'est produit quelques heures plus tard. Il avait dit « Je suis terrifié par Nick. Je n'arrive pas à croire que je vais dire ça, mais j'ai peur de mon fils. Je pense que mon propre fils peut me faire du mal. » Apparemment, il aurait dit ça à quelqu'un
lors de cette soirée. Après avoir été arrêté, Nick a été présenté à un tribunal de Los Angeles, menotté et vêtu d'une veste anti-otage de vie, signe de la vigilance des autorités quant à son état psychologique. Il est donc détenu sans possibilité de libération sous caution et attend sa prochaine comparution prévue début janvier 2026. Ce double meurtre sur fond de tensions familiales et d'addiction laisse l'industrie du cinéma sous le choc. Katie Bates, qui a joué dans le film Misery, dirigé par Rob, a déclaré au Washington Post « Je suis horrifié par cette terrible nouvelle. Je suis absolument dévasté ». Le réalisateur Ron Howard a tweeté à propos de Rob « Il s'est révélé être un cinéaste exceptionnel, un collègue d'un grand soutien et un citoyen toujours engagé ». Zooey Deschanel, de son côté, a déclaré avoir le cœur brisé. Il jouait le rôle de son père dans la série New Girl. Elle le décrit comme une personne chaleureuse, drôle et d'une générosité exceptionnelle. Je garde un souvenir précieux des moments passés à travailler ensemble et des nombreux films qu'il a réalisés et qui ont contribué à faire de moi la personne que je suis. Rob et sa charmante épouse Michelle étaient toujours si gentils et c'était un vrai bonheur pour moi d'avoir la chance de les voir. On a également Robin Wright, qui a joué dans Princess Bride, qui a dit « Je suis profondément choquée et dévastée. Rob était l'une des personnes les plus aimantes, compatissante et bienveillante que j'ai jamais connue. C'était un réalisateur extraordinaire et l'influence qu'il a eue sur moi m'a accompagnée tout au long de ma carrière. » Voilà les amis pour le point sur cette affaire. Comme je vous le disais, c'est déjà plié quoi. On sait que c'est le fils, il n'y a aucun doute là-dessus. Je sais pas quoi dire, les mots me manquent parce que c'est horrible de se dire on a deux parents qui meurent de la main de leur fils. Bon, en tout cas, écoutez, quand la peine sera prononcée, je vous le rajouterai en commentaire épinglé. Écoutez, sur cette note pas très joyeuse du tout, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve demain. Bisous, ciao.